Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, c'est plus de 20 ans d'expérience au service de la formation des collectivités, que vous soyez agents, élus, etc. Nous sommes à vos côtés avec plus de 250 programmes de formation dans tout ce qui est management public, ressources humaines, marketing et développement territorial, marché public, action sociale. Nous formons également les élus puisque nous sommes un organisme agréé pour la formation des élus locaux et bien évidemment un organisme Calliope répondant à la qualité demandée par les différents organismes de formation qui agissent à vos côtés. Sur la slide suivante, vous avez l'ensemble des thématiques sur lesquelles nous intervenons. Notre catalogue 2026 vient de sortir. Je vous le renverrai au format numérique avec grand plaisir à la suite de ce webinaire pour que vous puissiez consulter nos formations, nos nouveautés. Nous en avons pas mal en intelligence artificielle puisque la technologie s'invite de plus en plus dans le secteur public et bien évidemment impacte vos métiers, vos fonctions, vos manières de fonctionner. Donc, vous le verrez, beaucoup de formations, de nouveautés sur l'IA au service des collectivités. Et puis, bien évidemment, la formation dont nous allons parler ce matin, sur l'installation des nouvelles instances communales et intercommunales pour sécuriser finalement les débuts de mandat. Donc, tout le monde le sait, on approche de ces élections de mars 2026 en espérant qu'elles se dérouleront comme il se doit et à la date retenue. Et donc, la réussite de l'installation du conseil municipal, du conseil communautaire, du comité syndical sont quand même des moments clés pour garantir la légitimité démocratique, la stabilité institutionnelle et la continuité de l'action publique à travers votre collectivité. Donc, cette étape, qui est quand même symbolique, est encadrée par un cadre juridique strict qui exige une parfaite maîtrise en fait des règles, des procédures et des bonnes pratiques. Et c'est donc Simon Ray, qui est avocat associé au barreau de Lyon, qui va nous en parler ce matin. Donc Simon fait partie des avocats associés du cabinet Adaltis, qui est un cabinet spécialisé en droit public depuis maintenant plus de 50 ans, qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Rennes, et en Chine, à Pékin et à Shanghai. Simon, lui, fait partie du bureau de Lyon et il intervient sur l'ensemble des problématiques relatives au fonctionnement des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs satellites. Et il a développé une expertise désormais reconnue en droit public institutionnel et droit de l'intercommunalité. Et donc, il vous accompagne sur l'ensemble de vos problématiques institutionnelles et votre fonctionnement dans tous les projets de coopération intercommunale. Donc, c'est à ce titre qu'il est avec nous ce matin, qu'il va vous parler de ce sujet, donc de l'installation des nouvelles instances suite aux élections qui doivent avoir lieu. N'hésitez pas tout au long de son intervention à poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai à la fin de sa présentation. Je vous laisse la parole, Simon. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci Laurence, bonjour à tous, au plaisir d'échanger avec vous ce matin de manière assez synthétique, puisque le programme que vous voyez ici en sommaire constitue le programme de la formation que l'on fait, qui est sur une journée. Donc en 1 heure, je ne pourrai bien évidemment pas aborder l'ensemble de ces thématiques de manière les plus précises. Rassurez-vous, j'évoque quand même un certain nombre d'éléments importants. Mais n'hésitez pas soit à vous inscrire dans le cadre de cette formation ou à poser vos questions pour les éventuels sujets que je n'aurais pas abordés. Donc, je vous propose d'évoquer rapidement ces différentes thématiques puisque, comme le rappelait Laurence, les élections municipales prévues le 15 et le 22 mars prochain vont induire un certain nombre de renouvellements et d'évolutions qu'il faudra bien intégrer dans ces différents sujets. Parfois, on peut se dire, oui, c'est une séance d'installation, c'est une séance du conseil assez classique, mais vous le verrez, on a un certain nombre de particularités qui existent et comme les choses se passent tous les 6 ans,
parfois il est bien de faire une petite piqûre de rappel sur les règles à respecter et les impairs à ne pas commettre. Donc, on évoquera tout d'abord les délais, dans quel délai, puisque c'est assez contraint pour certaines instances. Les délais sont prévus par la loi et donc on ne peut pas s'y soustraire. On évoquera rapidement la fin de mandat et les pouvoirs des instances sortantes. Le gros de notre sujet de ce jour, ce sera la séance d'installation en tant que telle, où on évoquera les règles de convocation, d'ordre du jour et du déroulement de la séance. Et puis très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais juste pour vous attirer un certain nombre d'éléments là-dessus, sur les premières décisions adoptées sur les délégations, la désignation des représentants au sein des organismes extérieurs, la fixation des indemnités de fonction, l'adoption du règlement intérieur, le débat sur le pacte de gouvernance et la conférence des maires pour les EPCI à fiscalité propre et les autres décisions à adopter. On fera un petit topo. Élément qu'il faudra bien avoir en tête également, c'est que en cours d'adoption au sein du Parlement, vous avez la proposition de loi sur le statut de l'élu, qui, sur un certain nombre d'éléments que l'on évoque ici, vont apporter un certain nombre d'évolutions. À date, elle doit être adoptée, elle doit être débattue en deuxième lecture à l'Assemblée nationale là, prochainement, début décembre, qui, je ne suis pas sûr qu'on soit sur un volet conclusif, donc on aura sûrement une commission mixte paritaire, mais en tout cas, le gouvernement s'est engagé à l'adopter avant mars 26, et cette proposition de loi va apporter un certain nombre d'évolutions sur une multitude de sujets qu'il faudra bien avoir en tête, notamment sur des problématiques de conflit d'intérêts public-public, mais pas que, mais sur les sujets qui nous concernent, prévoit un certain nombre d'évolutions. Par exemple, elle prévoit une réévaluation du montant des indemnités des différents élus. Donc, il faudra bien avoir en tête cette proposition de loi et les adaptations qu'elle va apporter. Donc, sans plus tarder, prenons le premier thème on parle de séance d'installation, sous quel délai on doit procéder à cette séance d'installation. Là-dessus, la règle diffère en fonction de quel type de collectivité vous êtes concerné. Pour les communes, la loi le prévoit expressément, c'est l'article 2121-7 du CGCT, qui nous dit que la séance d'installation se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Donc, deux options. Soit votre conseil municipal est élu au complet dès le premier tour, c'est-à-dire dès le 15 mars prochain, et donc votre séance d'installation pourra se tenir entre le 20 ou le 22 mars 2026. Hypothèse qui peut arriver, mais qui n'est peut-être pas la plus probable. Si l'élection de l'ensemble des conseillers est acquise au deuxième tour, la séance d'installation, c'est-à-dire au 22 mars prochain, la séance d'installation se tiendra entre le 27 et le 29 mars 2026. Voilà pour les communes. Pour l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre, donc les conseils communautaires, c'est l'article L5211-6 du CGCT qui nous dit que la séance d'installation se tient au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection des maires. Donc, il faudra regarder par rapport à l'ensemble des communes membres de la communauté de communes, quelle est la date la plus tardive d'élection des maires des communes membres. Donc, probablement, première hypothèse, je l'évoque parce qu'elle peut être théorique, si l'ensemble des communes membres de la communauté de communes les conseillers sont élus au premier tour, ça veut dire que la séance du conseil communautaire pourra intervenir au 17 avril 2026, mais il est peu probable dès lors que vous avez une commune dont le conseil municipal n'est pas élu au premier tour mais au deuxième tour, la probabilité pour vous, conseil communautaire, de tenir votre conseil communautaire sera plus une élection au deuxième tour, donc la séance interviendra au plus tard le 24 avril 2026. C'est bien au plus tard, vous pouvez procéder à une séance d'installation préalablement dès lors que l'ensemble des maires des communes membres ont été élus précédemment. Pour l'organe délibérant d'un syndicat intercommunal, c'est la même règle que celle qu'on a évoquée pour les EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection des maires.
Ici, ce qui est important de préciser tout de même, c'est que ce délai maximal n'est pas prescrit sous peine de nullité. Ça veut dire qu'une séance qui se tiendrait d'installation postérieurement à ce délai, à cette date butoir, ne remettrait pas en cause la régularité de l'élection du président et des membres du bureau. Toutefois, on le verra, le plus vous allez attendre dans cet intervalle temporel, l'ensemble de la collectivité est limité dans la gestion des affaires courantes et urgentes. Donc, le plus on attend pour faire cette séance d'installation, le plus vous mettez en difficulté la collectivité concernée pour sa mise en place. Pour les syndicats mixtes fermés, la règle est la même, puisque on applique les dispositions du 5211-8 du CGCT qui s'appliquent aux syndicats intercommunaux. Donc, ça veut dire le 4e vendredi au plus tard qui suit l'élection et qu'il faut adapter à la situation d'un syndicat mixte, qui suit l'élection soit des maires des communes membres qui adhéreraient à ce syndicat mixte fermé, soit des présidents des EPCI qui adhéreraient à ce syndicat. Donc, la date à adapter en fonction de la situation d'espèce, mais si on se cale sur le fait qu'au plus tard, la séance d'installation des EPCI à fiscalité propre interviendrait au 24 avril 2026, on tombe sur au plus tard le 22 mai 2026 pour les syndicats mixtes fermés. Donc, à regarder en fonction de la situation et de date d'élection des membres de vos syndicats. Pour les syndicats mixtes ouverts, là-dessus, comme vous le savez, les syndicats mixtes ouverts, qui sont composés par exemple de départements et de régions, ici, c'est les statuts des syndicats qui font foi et il faudra se référer à ces dispositions statutaires pour savoir quelle est la règle applicable dans la mesure où les dispositions que je vous ai évoquées ne sont pas applicables de plein droit aux syndicats mixtes ouverts. C'est bien les statuts qui font foi et qu'il convient d'appliquer. En la matière, à défaut de précision dans les statuts, à vous de déterminer cette date. Vous n'avez pas de date butoir pour procéder à cette séance d'installation, modulo le fait que vous êtes limité aux affaires courantes et urgentes pendant ces périodes-là qu'il convient de faire le plus court possible. Donc, venons-en rapidement à ce que j'évoquais sur cette fin de mandat. La fin de mandat, attention, elle est différente en fonction des entités concernées. Pour les conseillers municipaux et les conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire des communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles, la fin du mandat des conseillers sortants prend fin à la date fixée pour le premier tour de scrutin, soit le 15 mars 26. Donc, pour tous les conseillers municipaux et tous les conseillers communautaires, leur mandat prend fin dès le 15 mars 2026 et ne sont pas maintenus jusqu'à l'installation de leur successeur, comme ça peut être le cas pour d'autres entités. Donc, on ne peut plus avoir de conseils municipaux qui se tiennent postérieurement au 15 mars 2026. Par contre, pour les maires, les adjoints, les présidents et vice-présidents d'EPCI et de syndicats mixtes fermés, la loi ici prévoit que leur mandat est maintenu jusqu'à l'ouverture de la première séance de l'organe délibérant qui suit le renouvellement général, même si leurs successeurs ne sont pas élus au cours de cette séance. Attention, dans ce cadre-là, petite difficulté, si pour le conseil municipal qui est prévu et qui doit se tenir le vendredi qui suit l'élection définitive, vous ne réussissez pas à adopter, à élire un président, fait rarissime, mais bon, qui peut être existé, et vous devez décaler à une autre date, par exemple parce que vous n'avez pas le quorum nécessaire pour procéder à l'élection du maire lors de cette séance-là, et vous devez décaler à une séance ultérieure. Dans l'entretemps, les fonctions sont exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, c'est-à-dire ceux qui ont eu bénéficié ceux qui sont en tête de liste pour un scrutin de liste, le cas échéant. On l'évoque quand même pour la complétude, mais sur cette période-là, les maires, adjoints, présidents, vice-présidents, en gros l'exécutif, est maintenu jusqu'à l'installation de leur successeur. Pour les membres des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés,
C'est différent de la règle que je vous évoquais pour les conseillers municipaux et communautaires, puisque le texte prévoit le maintien de leur mandat jusqu'à l'installation de leur successeur. Pour les syndicats mixtes ouverts, la règle est selon les statuts des syndicats. Dans tous les cas, à supposer même que les fonctions des élus concernés sont maintenues jusqu'à l'installation de leur successeur, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dès le 15 mars 2026 et jusqu'à la date de fin du mandat, même s'ils sont maintenus de manière transitoire, les élus concernés ne peuvent gérer que ce qu'on appelle les affaires courantes et urgentes. Ils ne peuvent pas adopter d'autres décisions pendant cette période-là. Je n'ai pas le temps de l'évoquer ce matin, mais lors de la formation, vous verrez, on a un certain nombre d'exemples, de cas très concrets de jurisprudence, dans quel cas, oui, ces éléments relèvent des affaires courantes et urgentes, ces éléments ne relèvent pas des affaires courantes et urgentes. La règle à retenir ici, c'est la nécessité d'assurer la continuité du service public. Si la réponse est positive, vous pouvez adopter cette mesure-là. Si la réponse est négative, eh ben, il faut s'abstenir et attendre l'installation de la nouvelle équipe pour procéder à ces différents éléments. Mais bien entendu, attention sur cette période-là. Donc, ça implique potentiellement d'anticiper un certain nombre de décisions avec vos équipes actuelles pour adopter un certain nombre de décisions, parce que parfois, pour certaines instances, par exemple des syndicats mixtes, la période de latence de gestion des affaires transitoires, ça peut être du 15 mars jusqu'au 22 mai, donc sur une période quasiment d'un peu plus de 2 mois, qui peut faire un petit peu long dans la gestion des affaires courantes et urgentes. Autre élément, j'attire votre attention aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que le fin de mandat implique de procéder à un certain nombre de déclarations de situation de patrimoine de fin de mandat. Là-dessus, on vous l'évoquera lors de la formation, il y a des évolutions potentiellement qui sont prévues par la proposition de loi sur le statut de l'élu, mais qui, en tout cas à date, sur l'état des débats, ne s'appliquerait pas pour les élections de mars 26, mais plutôt pour les élections de mars 2032, mais à voir comment les choses évoluent, le cas échéant, mais on ne manquera pas de vous l'évoquer. Petit rappel quand même, pour certains exécutifs, un membre de l'exécutif de certaines entités, comme vous avez évoqué ici, par exemple, pour les maires des communes de plus de 20 000 habitants, pour les présidents d'intercommunalités dont de PCI à fiscalité propre, dont la population excède 20 000 habitants, attention, ne pas oublier de procéder à une déclaration de situation de patrimoine de fin de mandat auprès de la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique dans un délai prévu par les textes, 2 mois au plus tôt et 1 mois au plus tard avant l'expiration de votre mandat. La difficulté que l'on a, notamment pour les présidents et vice-présidents de PCI à fiscalité propre, c'est que la date de la première réunion, vous ne la maîtrisez pas vraiment. C'est au plus tard, comme on l'évoquait, le 24 avril 26. Donc, si on ne veut pas prendre de risques juridiques, nous, notre conseil, c'est de procéder au dépôt de ces déclarations au 24 février 26 dans ce cadre-là. Pour la déclaration de patrimoine qui a été faite depuis moins d'un an, vous n'avez pas besoin d'y opérer à nouveau dans ce cadre-là. Petit rappel, ne pas oublier ces déclarations. Venons-en maintenant au cœur de notre sujet, qui est la séance d'installation. La séance d'installation pose un certain nombre de questions que l'on n'aura pas forcément dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui, de vraiment rentrer dans le détail de l'intégralité. Mais on a un certain nombre de questions à se poser. Par exemple, avant l'élection du maire ou des présidents, est-ce qu'on peut faire un débat entre les candidats concernés? Oui, non. Est-ce qu'on peut? Quelles sont les règles de quorum? Quelles sont les opérations de vote de manière très précise? Parce que est-ce qu'on doit appliquer l'ensemble des règles pour les élections du conseil, des conseillers municipaux prévues par le code électoral, ou est-ce qu'on est un peu plus libre? Voilà, c'est toutes ces questions-là, de manière très précise, très pratico-pratique, sur lesquelles je n'aurai pas le temps d'évoquer ici, mais qu'on évoque lors de cette séance, dans cette formation, pour ne rien louper dans ce cadre-là. Mais je vous propose d'évoquer ici les règles de convocation, l'ordre du jour, avec le sujet qui se pose toujours, est-ce qu'on est limité à la seule
mise en place de l'exécutif ou est-ce qu'on peut prévoir d'autres questions et quel est le déroulement de cette séance. Tout d'abord, la première question à se poser, c'est qui est compétent pour procéder à la convocation de l'organe délibérant. La règle, c'est le maire sortant ou le président sortant qui est en exercice, puisque son mandat est maintenu jusqu'à l'installation de son successeur, qui est compétent pour procéder à cette convocation. Attention, le doyen d'âge, on y reviendra, qui va assurer la présidence de la séance jusqu'à l'élection du nouveau maire ou président, lui n'a pas compétence pour procéder à cette convocation. Donc, si le maire ou le président sortant est absent, n'est pas en capacité de faire cette convocation, c'est celui qui le remplace, c'est-à-dire par principe le premier adjoint ou le premier vice-président, qui lui également reste en fonction dans l'ordre du tableau, qui procédera à cette convocation. Si on a une carence du maire ou du président sortant et également des personnes qui le remplacent, on a toujours la possibilité pour le préfet de procéder à celle-ci. Et on est vraiment sur un cas rarissime qui ne devrait pas, a priori, se poser. Quels sont les délais de convocation? Là-dessus, on a deux typologies de règles qui s'appliquent. Pour les communes, que vous soyez commune de plus ou moins de 3500 habitants, la règle est un délai de 3 jours francs pour procéder à la convocation. Vous allez me dire, pour une commune de moins de 3500 habitants, il n'y a pas de difficulté parce que c'est déjà le délai qui est prévu. Par contre, pour une commune de plus de 3500 habitants et plus, normalement, le délai de convocation est un délai de 5 jours francs. Là, la loi prévoit une règle dérogatoire à 3 jours francs. Pourquoi? Parce que les élections interviennent le dimanche, la proclamation des résultats intervient sur le dimanche soir, sur le lundi matin, et derrière, vous devez réunir votre conseil dans un délai de 3 jours francs, au plus tôt le vendredi, au plus tard le dimanche. Donc, si vous voulez faire une séance d'installation le vendredi, délai de 3 jours francs, il est matériellement impossible, de 5 jours francs, pardon, il est matériellement impossible de le respecter. D'où ce qu'a prévu le texte, 3 jours francs. Donc, si vous convoquez le lundi, on ne convoque pas le lundi, donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, vous pouvez tenir votre séance d'installation le vendredi sans aucune difficulté en respectant ce délai de 3 jours francs. Par contre, attention, il faut bien envoyer la convocation le lundi. Si vous l'envoyez le mardi, vous ne pourrez tenir votre séance d'installation que le samedi. Donc, à bien avoir ces éléments en tête pour appliquer cette règle-là. Ça, c'est pour les communes, donc l'intégralité des communes de plus ou moins 3500 habitants, donc l'intégralité des communes. Pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés, ici, le délai de convocation de 3 jours francs qui est dérogatoire, prévu, ne leur est pas applicable. Là-dessus, on a une jurisprudence du Conseil d'État qui nous le rappelle. Donc, vous êtes bien sur un délai de 5 jours francs pour convoquer les conseillers communautaires ou les membres du comité syndical pour cette séance d'installation. Donc, là-dessus, vous avez plus de temps, puisque c'est le 4e vendredi qui suit l'élection des maires de l'ensemble de vos communes membres. Donc, vous avez un délai plus confortable pour respecter ce délai de 5 jours francs. Pour les syndicats mixtes ouverts, ici, pareil, c'est les statuts qui prévoient la règle. Ici, on n'a pas l'application des dispositions du CGCT. Il faut regarder qu'est-ce qui est prévu dans les statuts pour ces délais de convocation. Quel est l'ordre du jour? Là-dessus, ce que l'on sait, ce qui est de manière certaine, c'est que votre ordre du jour minimum obligatoire lors de la première séance implique nécessairement l'élection du maire ou du président, la fixation du nombre des adjoints ou du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau, l'élection des adjoints ou des vice-présidents, et pour les EPCI, l'élection des autres membres du bureau et la lecture de la charte de l'élu local. Ça, c'est l'ordre du jour minimum obligatoire. On ne peut pas faire moins lors de cette séance d'installation. Donc, on ne pourrait pas se dire, lors de la séance d'installation, on ne fait que l'élection du maire ou du président et à une séance ultérieure, on fera la fixation du nombre des adjoints et procéder au vote pour désigner les différents adjoints. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi?
Parce que c'est la combinaison des différentes dispositions applicables qui sont prévues ici, qui imposent que lors de la première réunion de l'organe délibérant suivant son renouvellement, l'exécutif doit donner lecture de la charte de l'élu local et que la charte de l'élu local ne peut intervenir que postérieurement à l'élection des membres de l'exécutif. Donc, comme on doit, lors de cette séance d'installation, procéder à la lecture de la charte de l'élu local et que celle-ci ne peut être adoptée qu'à l'issue de l'élection de l'exécutif, ça veut dire que l'ordre du jour minimum obligatoire est bien celui que je vous ai évoqué. Et en tout cas, telle a été la position du juge administratif, notamment le tribunal administratif d'Amiens, du 14 mars 2017, qui a retenu une telle position. Donc, vous ne pouvez plus, à cette date-là, pour la séance d'installation, procéder qu'à l'élection du maire ou du président. Ici, élément important à avoir en tête, puisque lors de cette séance d'installation, il conviendra de procéder à l'ensemble de ces opérations sans discontinuité dans l'élection des membres de l'exécutif et ainsi que la lecture de la charte de l'élu local. Par transposition, là-dessus d'une décision d'un avis du Conseil d'État du 24 mars 98 qui prévoit que dès lors que la loi prévoit une continuité dans les différentes opérations électorales qui doivent intervenir, les suspensions de séance doivent être les plus brèves possibles et donc parce qu'on doit procéder à l'ensemble de ces continuités-là. Si on fait une suspension de séance de manière trop importante, eh ben, ça imposera de faire une nouvelle séance applicable. La question qu'on peut se poser également, c'est ici, on a prévu un ordre du jour minimum obligatoire. C'est le minimum. La question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut prévoir d'autres sujets dans le cadre de cette première séance d'installation. Je ne l'ai pas évoqué ici rapidement, mais on le développera de manière plus importante dans le cadre de la formation qu'on évoque. Mais ici, la règle est la nécessité de respecter le délai de convocation. Donc, la situation pour les communes, pour les intercommunalités, les comités de communes et les comités syndicaux, dès lors qu'on a un délai de 5 jours francs de convocation pour cette séance d'installation, on peut prévoir, certes, cet ordre de jour minimum, mais également d'autres sujets, type, comme on le verra, fixation des indemnités, adoption du règlement intérieur, le cas échéant, désignation des représentants extérieurs, voilà, l'ensemble des éléments que vous le souhaitez. Dans ce cadre-là, étant précisé que on verra, le maire, enfin le président nouvellement élu est maître de l'ordre du jour et peut l'adapter en fonction de pour la suite. Par contre, le sujet qui se pose vraiment, ce sont pour les communes de plus de 3500 habitants. Les communes de moins de 3500, elles vont respecter le délai de 3 jours francs, donc peuvent également prévoir ce délai un nombre de sujets à l'ordre du jour plus important. Par contre, pour les communes de plus de 3500 habitants, comme on a une règle de délai dérogatoire, non pas de 5 jours francs, mais de 3 jours francs, cette dérogation du délai de convocation ne vaut que pour cet ordre du jour minimum obligatoire. Donc, ça veut dire que si vous faites la séance d'installation d'une commune de plus de 3500 habitants le vendredi ou le samedi, et que vous avez convoqué le lundi, vous ne pouvez que prévoir cet ordre du jour minimum obligatoire. On ne peut pas prévoir d'autres sujets à l'ordre du jour. On devra nécessairement faire une autre séance. Par contre, à notre sens, si vous convoquez le lundi, mais que vous faites votre séance d'installation le dimanche, vous avez bien un délai de 5 jours francs entre le lundi et le dimanche, puisque le lundi n'est pas compté. Vous avez bien le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous pouvez tenir une séance le dimanche qui a un délai de 5 jours francs dans la convocation, et donc vous pouvez prévoir d'autres sujets à l'ordre du jour dans ce cadre-là, mais uniquement dans ce cadre-là. On va voir est-ce que c'est le sujet à prévoir là-dessus ou pas. Je ferme la parenthèse, mais on pourra le développer de manière plus précise le cas échéant. Donc, on a vu les règles de convocation. Maintenant, qui préside la séance? Là-dessus, attention, on a 2 temps dans cette séance d'installation. On a dit que c'était le maire ou le président sortant qui faisait la convocation. Maintenant, on a un premier temps, c'est jusqu'à l'élection du président ou du maire, puis suite à l'élection du maire ou du président. Dans le premier temps, attention, c'est bien le doyen d'âge qui a l'ensemble des attributions
pour intervenir dès la réception, j'ai envie de dire, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires jusqu'à l'élection du président. C'est bien le doyen d'âge qui, lui, assure cette présidence. Ce n'est pas le maire sortant ou le président sortant qui procède à l'accueil des conseillers et déclare leur installation. Attention, on a une décision du Conseil d'État du 17 avril 2015 qui nous précise expressément que c'est le doyen d'âge qui procède à l'ouverture de la séance et déclare les conseillers installés. Ce n'est pas le maire ou le président sortant. Son rôle, maire, président sortant, est uniquement d'envoyer la convocation des élus, aux élus pour cette séance d'installation. Ensuite, c'est le doyen d'âge qui procède à ce volet-là. Et à partir de l'installation et donc jusqu'à l'élection du maire ou du président, donc les fonctions de présidence de la séance, c'est bien le doyen d'âge qui l'opère. C'est lui qui procède à l'appel nominal des membres de l'organe délibérant et constate que l'ensemble des conseillers présents ou représentés sont ici. Il s'assure que le quorum est réuni et invite à procéder à l'élection du maire et ou du président. Et donc, c'est ici se posera la question, est-ce qu'on peut faire un débat, ce que je vous évoquais préalablement, à l'élection? Vous verrez, on le développera de manière plus explicite, mais pour répondre à cette question, à notre sens, la réponse est pleinement négative. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les attributions du doyen d'âge de présider un tel débat. Son rôle est uniquement de procéder à l'élection du président ou du maire dans ce cadre-là. Pratico-pratique, souvent, il faut faire un petit peu de coaching, peut-être du doyen d'âge, parce qu'il n'est pas forcément dans ses habitudes d'assurer cette présidence-là. Ça peut être une nouveauté pour celui-ci. Donc ça, c'est le premier temps de l'ouverture, quelque part, de la séance jusqu'à l'élection du maire ou du président. Puis, vous avez un deuxième temps, c'est à compter de l'élection du maire ou du nouveau président, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est sur une élection. Donc, ça veut dire que le maire ou le président prend ses fonctions dès la proclamation des résultats de l'élection. Donc, c'est bien celui-ci qui prend ses fonctions dès la proclamation des résultats et qui va assurer la présidence de la suite de la séance. Et donc, c'est lui qui va maîtriser l'ordre du jour, le déroulement des débats, etc., etc. Donc, il y a bien ces deux temps dans cette séance d'installation sur la présidence à opérer. Ensuite, dans le déroulement, vous avez, donc première étape, élection du maire ou du président. Là-dessus, comme vous le savez, on est sur un scrutin uninominal majoritaire à 3 tours. Ça veut dire qu'aux 2 premiers tours, le maire ou le président doit être élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Et si aux 2 premiers tours, il n'a pas été élu, c'est un 3e tour où là, c'est à la majorité relative des scrutins que l'élection est acquise. Et en cas d'égalité, c'est le plus âgé qui est déclaré élu. Bien évidemment, le maire, le président, est à un mandat de 6 ans dans ce cadre-là. Les modalités de calcul, c'est non pas par rapport à l'effectif de l'organe délibérant, comme je l'évoquais, mais par rapport au nombre de suffrages exprimés des comptes faits des bulletins blancs et nuls à opérer. Donc, c'est bien la majorité absolue des suffrages exprimés ou une majorité relative en 3e tour de scrutin. Le scrutin est nécessairement secret, donc dans le modus operandi de déroulement des opérations de vote, je n'aurai pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais on rentre précisément dans le pratico-pratique, comment ça implique, est-ce qu'on doit avoir une urne, est-ce qu'on peut avoir un simple chapeau, comment les choses se passent. Il n'y a pas non plus d'obligation de candidature. Attention, donc un maire ou un président peut être élu alors même qu'il ne s'est pas porté candidat. De même, un maire ou un président peut être élu alors même qu'il ne s'est pas présenté au 1er tour ou au 2e tour de scrutin qui a été opéré. Par exemple, si on a une première élection, un 1er tour de scrutin, majorité absolue, personne n'est élu. 2e majorité absolue, personne n'est élu. 3e tour de scrutin, on peut avoir une personne qui ne s'était pas présentée aux 2 premiers tours de scrutin, qui est élue à la majorité relative dans le 3e tour de scrutin. Donc là-dessus, assez souple dans ce cadre-là. Premier, donc, élection maire-président. Ensuite, deuxième temps, qui va être deuxième sujet à l'ordre du jour, c'est la fixation du nombre
d'adjoints ou de vice-présidents. Pour les adjoints, la règle est, comme vous le savez, c'est 30% de l'effectif du conseil municipal. Et c'est un effectif maximal, donc on doit arrondir à l'entier inférieur. Donc, par exemple, si on a une commune de plus de 80 000 habitants qui a un effectif de 53 conseillers municipaux, on a un maximum d'adjoints de 15. Voilà, puisque 30% de 53, ça fait 15,9, mais arrondi à l'entier inférieur, ça fait 15 adjoints maximum. Pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés, ici, on a une règle particulière qui est prévue, puisque c'est l'article 5211-10 du CGCT qui nous dit que l'effectif total des adjoints ne peut excéder 20% de l'effectif de l'organe délibérant arrondi à l'entier supérieur, et qu'on doit avoir un minimum de 4 si on est en dessous de ce volet-là, et dans un maximum de 15 vice-présidents ou 20 pour une métropole. C'est-à-dire que c'est 20% de l'effectif dans la limite de 15 maximum. Donc, si on a un effectif d'un conseil communautaire à 53, c'est-à-dire que le nombre maximum de vice-présidents, c'est de 11, c'est-à-dire 20% de 53, 10,6, arrondi à l'entier supérieur, on est en dessous du 15 maximum. Toutefois, ce nombre peut être majoré par une délibération du conseil communautaire ou du comité syndical à la majorité des 2/3 pour dire non, moi je veux accroître le nombre de vice-présidents et donc passer à 30% de l'effectif total arrondi à l'entier, là, attention, inférieur, parce qu'on est sur un effectif maximal et toujours dans la limite de 15 vice-présidents ou 20 pour une métropole. Donc, dans mon exemple, on pourrait majorer, le cas échéant, le 30% de 53, donc on sera à 15,9, donc on ne pourrait pas dépasser 15, donc on est à 15 vice-présidents. Donc, dans mon exemple, un effectif de 53 conseillers communautaires, par principe, c'est 11 vice-présidents, mais on peut décider à la majorité des 2/3 de majorer à 15 vice-présidents. Attention, dans cette décision, si vous décidez de majorer à la majorité des 2/3 l'effectif, le législateur vous dit très bien, on peut majorer le nombre de vice-présidents. Par contre, l'enveloppe indemnitaire constante. Donc, c'est-à-dire vous pouvez avoir plus de vice-présidents. Par contre, ça va réduire mécaniquement les indemnités de fonction de chacun des vice-présidents auxquels vous pouvez leur accorder, puisqu'on va calculer l'enveloppe indemnitaire globale sur la base d'un effectif à 20% d'effectif du conseil communautaire. Mais on en reviendra, on l'évoquer plus précisément sur les indemnités. Et pour les syndicats mixtes ouverts, là-dessus, vous êtes assez libre parce que c'est quelle est la règle qui est prévue dans les statuts. Puis, une fois que vous avez fixé l'effectif des conseillers, des adjoints et des vice-présidents, il va falloir procéder à l'élection des adjoints et des vice-présidents. Sur les adjoints, tout d'abord, ici, une réforme importante, la loi du 21 mai 2025, qui est venue, quelque part, transposer les règles de scrutin applicables aux communes de moins de 1000 habitants sur les règles qui s'appliquaient pour les communes de 1000 habitants et plus. Vous le savez, il y a eu c'est pas l'objet de mon propos de ce jour, mais la loi du 21 mai 25, pour accroître, pour favoriser la parité dans les communes de moins de 1000 habitants, a justement transposé, en adaptant un certain nombre de règles particulières pour les communes de moins de 1000 habitants, le mode de scrutin pour les communes de plus de 1000 habitants. Ce qui a une incidence pour l'élection des adjoints. Pourquoi ? Parce que désormais, comme les communes de moins de 1000 habitants, vous êtes sur un effectif du conseil municipal paritaire, ici, le législateur a prévu que les règles d'élection des adjoints, désormais, on n'a plus de différence entre les communes de moins de 1000 habitants et les communes de plus de 1000 habitants. Pour rappel, avant, les communes de moins de 1000 habitants, les adjoints étaient élus pour un scrutin uninominal majoritaire à 3 tours, un même mode d'élection que le maire. Ici, maintenant, désormais, tant pour les communes de moins de 1000 habitants que pour les communes de plus de 1000 habitants, on est sur un scrutin majoritaire de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Et si après 2 tours, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, on procède à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Et en cas d'égalité des suffrages,
c'est les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée qui sont élus. Pour communes de 1000 habitants et plus, vous allez me dire, c'est classique. Par contre, attention, pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est une réelle nouveauté qui va s'appliquer à compter de ce renouvellement général de mars 26. Autre élément important à voir sur la présentation des listes, l'ordre de présentation des listes, elle n'est pas liée à l'ordre de la liste d'élection du conseil municipal. Donc, ce n'est pas parce que l'ordre, vous aviez une liste lorsque vous avez été élu conseillers municipaux qu'il faut reprendre cet ordre-là. On peut modifier cette règle. Les listes de candidats, il n'y a pas obligation d'avoir une complétude dans celle-ci. C'est mieux toutefois dans le cadre d'un scrutin de liste d'avoir des listes complètes, mais il n'y a pas d'obligation particulière. On n'a pas de formalisme requis pour la présentation des listes. Donc, il faut quand même que les candidats, lors de présentation des candidats, soient clairs, que les listes sont déposées auprès du maire ou à l'occasion de chaque tour de scrutin. Et il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat. On peut faire évoluer les listes en fonction des différents tours de scrutin. Élément important ici, c'est désormais que l'ensemble des listes doivent présenter une parité stricte, c'est-à-dire alternativement composée d'un élu de chaque sexe, femme, homme, étant précisé qu'on n'a pas d'alternative à respecter en fonction de quel est le maire qui a été élu. Autrement dit, je peux avoir un élu maire femme et une tête de liste femme. Par contre, la deuxième sur la liste devra être un homme, troisième une femme, etc. dans ce cadre-là. Donc, on n'a pas de parité à respecter entre le maire et le potentiel premier adjoint, la tête de liste d'élection. Mais pour toutes les communes, les adjoints doivent respecter une règle de parité stricte. La seule différence entre les communes de plus de 1000 habitants et de moins de 1000 habitants, mais c'est dans la suite, en cas de vacance d'un poste d'adjoint, pour les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal devra désigner un nouvel adjoint de même sexe. Par contre, pour les communes de moins de 1000 habitants, en cas de vacance, c'est ici le conseil municipal pourra désigner un nouvel adjoint sans tenir compte du sexe. Pour les vice-présidents et les autres membres du bureau pour un EPCI à fiscalité propre, ici la règle, j'ai envie de dire, quel est le mode de scrutin applicable. On a pu avoir un débat puisque l'article 511-2 du CGCT renvoie, en tout cas renvoyait, on a pu avoir un débat puisqu'il renvoyait à la fois à l'article L2122-7.1 et L2122-7.2. Et donc, il y avait une question de savoir, est-ce qu'on est sur un scrutin uninominal majoritaire à 3 tours ou est-ce qu'on est sur un scrutin de liste paritaire comme pour les communes de 1000 habitants et plus. Le Conseil d'État a, lui, considéré, dans une décision du 23 avril 2009, que l'élection devait nécessairement intervenir dans le cadre d'un scrutin majoritaire plurinominal à 3 tours. Parce que selon le Conseil d'État, vous aviez à l'époque une question de savoir est-ce que les communes de moins de 1000 habitants, comme elles n'étaient pas soumises à une règle de parité stricte, l'effectif du conseil communautaire ne pouvait pas être lui-même paritaire. Toutefois, je pense que cette position là-dessus a évolué du fait de l'évolution du scrutin applicable, mais on y reviendra de manière plus précise dans le cadre de cette formation. Mais pour vous alerter, c'était la règle applicable. Et il y a, à mon sens, ici potentiellement une évolution de cette position du fait de l'évolution du scrutin. Sur le scrutin ici, il n'y a pas d'obligation de candidature, c'est les règles qui s'appliquent dans ce cadre-là. Autre élément sur le déroulement de la séance d'installation, les règles communes à l'élection des maires, présidents, adjoints et vice-présidents. Là-dessus, eu égard au temps qui m'est imparti, je suis désolé d'aller rapidement, mais vous avez des règles très particulières à prévoir en termes de quorum. Attention, le quorum généralement doit être vérifié en début de séance par le doyen d'âge, puis à chaque suspension de séance qui prendrait un temps un petit peu plus important. Sur les opérations de vote, comme on est sur un scrutin secret, sur l'agencement du bureau de vote, le formalisme des opérations, les modalités d'établissement des procès-verbaux d'élection, etc. Là-dessus,
attention, je ne peux que vous conseiller de prendre la plus grande précaution, hein, puisqu'on le verra, contentieux des élections, on est sur un contentieux électoral dans un délai assez court, mais on aura l'occasion d'évoquer tous ces sujets-là dans le cadre de la formation, notamment aussi sur les contentieux des élections. Sur la lecture de la charte de l'élu local, également, qui doit clôturer cette séance, là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir, étant précisé que dans le statut de l'élu, on a certaines évolutions concernant cette charte de l'élu local, donc il faudra adapter dans le cadre de vos séances. Donc voilà, sur la séance d'installation, une très très courte, hein, mais je pense qu'on a évoqué des éléments les plus saillants. Pour avoir plus de détails, hein, je ne peux que vous inviter à participer à cette formation. Peut-être évoquer les premières décisions adoptées de manière assez rapide. Vous aurez tous les sujets des différentes délégations. Les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Étant précisé là-dessus, vous savez que le conseil municipal peut déléguer au maire, pour la durée du mandat, un certain nombre de missions limitativement prévues à l'article L2122-22 du CGCT, c'est-à-dire que vous avez une liste d'un certain nombre d'items et donc le maire ne peut déléguer que les items prévus. Et donc, c'est une délibération de début de mandat. Attention là-dessus, vous avez certains aspects où vous devez préciser l'étendue de la délégation. Par exemple, notamment, pour habiliter le maire à rester en justice, il ne faut pas se limiter à reprendre la formulation prévue à l'article 21-22-22, puisque l'article vous dit dans les conditions prévues par le conseil municipal. Donc, il faut préciser ces conditions-là. Mais ça, c'est les premières décisions adoptées sur les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Sur les délégations d'attribution de l'organe délibérant à l'exécutif, là, la règle est un petit peu différente, puisque le texte, hein, c'est le 5200-10 du CGCT qui vous dit que l'organe délibérant peut déléguer l'ensemble de ses attributions à l'exception de certains items limitativement prévus. Donc, voilà, ici, attention, on est sur des règles différentes. On aura également évoqué les délégations de fonction du maire aux adjoints et aux autres membres du conseil municipal. De même, les délégations des présidents et du président au vice-président et aux autres membres du bureau. Les délégations de signature du maire aux fonctionnaires territoriaux et les délégations de signature du président aux agents de responsabilité. Voilà les sujets de délégation que j'évoque rapidement, mais que l'on creusera le cas échéant. De même, attention, désignation au sein des organismes extérieurs. Il va falloir, par exemple, la commune adhère à un syndicat intercommunal, mais il va falloir procéder à la désignation de représentants dans le syndicat. De même, j'adhère à une SEM, je suis actionnaire d'une SEM, d'une SPL, il va falloir que je désigne mes administrateurs au sein de celle-ci. De même, je suis membre d'une association, moi, commune, membre d'une association, il va falloir que je désigne mes représentants. Donc, vous avez des règles particulières applicables en la matière et aussi, attention, mais aussi il faudra voir avec l'évolution de la définition dans le cadre de statut de l'élu, hein, du conflit d'intérêts public-public, qui apporte un certain nombre d'évolutions parce que normalement, par principe, lorsque vous désignez un de vos représentants au sein d'une association ou par exemple au sein d'une SEM, une SPL, les personnes que vous avez désignées ne peuvent pas participer, en tout cas en l'état du droit, à la délibération qui procède à leur désignation. Donc, attention là-dessus, ce volet-là. Ce n'est pas le cas pour la désignation par le conseil municipal de ce représentant dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou dans un syndicat mixte. Donc voilà, les règles applicables. Donc, ces organismes extérieurs, il y a également, oui, je ne l'ai pas évoqué, le CCAS, parce que vous avez des règles très particulières de désignation des représentants dans votre CCAS ou votre CIAS, si vous êtes une intercommunalité, et les différents autres organismes extérieurs. Également, il y aura le sujet des indemnités de fonction. Là-dessus, à regarder avec manière très précise l'adoption de la loi sur le statut de l'élu qui, en tout cas en l'état, réévalue les tableaux, les pourcentages, parce que vous savez, les indemnités de fonction sont toujours déterminées en fonction d'un pourcentage de l'indice indemnitaire brut de la fonction publique. Et les tableaux, hein, dans les dispositions applicables pour l'État, en état de la loi, sont réévalués pour améliorer le montant des indemnités de fonction pour être versées
aux élus municipaux, mais également aux élus communautaires. Et là-dessus, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on vous détaille dans le cas de cette formation les modalités de calcul, comment on calcule les règles à respecter sur les indemnités de fonction, la détermination de l'enveloppe indemnitaire globale, les plafonds individuels, voilà, différentes simulations, comment les choses se passent, quelles règles à respecter, d'égalité des élus. Également, dans la loi sur le statut d'élu, ce qui est prévu, c'est une possibilité de moduler les indemnités en fonction du taux de présence des élus, indépendamment de la catégorie des élus évoqués, puisque le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions légales qui ne permettaient la modulation que pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Là-dessus, on a des dispositions à suivre. Également, l'adoption du règlement intérieur, que l'on évoquera, puisque le règlement intérieur, vous le savez, est maintenu pendant les 6 premiers mois. Vous avez 6 mois pour adopter ce règlement intérieur. Toutefois, vous pouvez envisager une adoption, une évolution lors des premières séances. Autre sujet qu'il faudra évoquer, c'est le débat sur le pacte de gouvernance et l'instauration, le cas échéant, de la conférence des maires pour les EPCI à fiscalité propre. On évoquera ce sujet-là. Et aussi, on vous rappelle un certain nombre de décisions adoptées suite à cette séance, puisque vous avez la question des commissions thématiques permanentes, facultatives, sur un certain nombre de sujets. Attention pour les communes et pour les EPCI, la composition de ces commissions doit respecter l'expression pluraliste des organes délibérants, ce qui pose, en sein d'une commune, c'est assez facile de déterminer le groupe majoritaire et les personnes d'opposition. Au sein d'une intercommunalité, c'est un petit peu plus compliqué d'identifier qui est le groupe majoritaire et qui sont les oppositions qui justifient l'application de cette règle de pluralisme pour la composition des commissions thématiques. De même, attention, mettre en place les membres de votre commission d'appel d'offres et la commission de concession, ou anciennement la commission délégation de services publics, il va falloir la mettre en place avec une petite particularité, puisque là-dessus, je l'évoque rapidement, il faut avoir 2 décisions, à notre sens. Une décision sur la modalité de dépôt des listes pour l'élection des membres à ces différentes commissions, puis une deuxième décision sur l'élection en tant que telle. Petite particularité, attention, il faut être prudent là-dessus. De même, mise en place de la commission consultative de services publics locaux, si vous êtes une commune de plus de 10 000 habitants ou un EPCI de plus de 50 000 habitants, et également des délibérations relatives à la fixation de la liste des contribuables et également des délibérations relatives aux modalités de désignation des maires ou présidents des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité, le cas échéant. Également, autre décision à mettre en place sur le remboursement des dépenses pour l'exercice d'un mandat spécial, pour le remboursement des frais de garde d'assistance, frais de transport des élus, également des frais de représentation du maire ou du président, également délibération pour les modalités de fonctionnement des groupes d'élus, si vous êtes soumis à ces règles-là, et délibération relative à la formation des élus qui doivent être adoptés dans les 3 mois suivant la séance d'installation. Enfin, je finirai par là de manière très rapide sur les décisions adoptées par l'exécutif, puisque en début de mandat, certains exécutifs, maires, adjoints, vice-présidents, doivent, dans les 2 mois de leur prise de fonction, procéder à une déposition d'une nouvelle déclaration de situation de patrimoine et déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique, avec ici des règles qui peuvent évoluer, mais selon le statut de l'élu, la loi sur le statut de l'élu à intervenir. Et dernier sujet, sur les pouvoirs de police spéciales, là, entre communes et EPCI à fiscalité propre, attention, suite à l'élection d'un nouveau président d'une communauté de communes, vous avez le mécanisme du transfert automatique des pouvoirs de police spéciales visé à l'article 5211-9-2, c'est-à-dire le pouvoir de police spéciale en matière de collecte et traitement des déchets ménagers, d'assainissement, si vous avez pris la compétence, etc. Ou, suite à l'élection du président, les maires ont un délai de 6 mois, le cas échéant, pour s'opposer au transfert automatique de ce pouvoir de police spécial ou décider de récupérer l'exercice de pouvoir de police spécial. Et le président a un délai d'1 mois suite à ce délai de 6 mois pour renoncer, c'est le cas échéant, ne pas louper ce délai-là, parce qu'après, on est fait cliquer, on ne peut pas revenir
dessus. Voilà, en manière très rapide et succincte, les principaux éléments. Voilà, puis j'ai essayé de condenser voilà, sur une formation d'une journée en 1 heure de présentation. Donc, nécessairement, je suis allé un peu vite sur un certain nombre de sujets, mais je pense qu'on a évoqué quand même, pour vous alerter sur l'ensemble des questions à vous poser. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas voilà, à vous inscrire ou à échanger là-dessus. Posez vos questions dans le chat. Je ne sais pas si on en a déjà, et donc Alors, je vais on essayer en d'y a répondre. beaucoup trop même, beaucoup trop. Donc, je réitère ce que vient de dire Simon. Surtout, venez participer à la formation. Ça sera vraiment l'occasion de traiter les cas particuliers, ce qu'on ne peut pas faire ici parce qu'on ne peut pas rentrer dans le cas de chacun. Donc, la formation, je vous ai mis le lien hein, dans le petit chat pour vous y inscrire. Il y a beaucoup de dates prévues dès le 4 décembre, 9 décembre, 16 décembre, 15 janvier, jusqu'au 19 mars. Il y a des dates de formation. Donc, voilà. Il y aura de la place pour tout le monde. Certaines sessions sont déjà complètes, mais c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de dates pour que chacun puisse y participer et venir écouter Simon qui répondra à toutes vos questions à ce moment-là. Je vais quand même en prendre quelques-unes. Alors, j'ai essayé de les regrouper parce qu'il y en avait parfois des qui se percutaient ou qui concernaient la même chose. On a eu pas mal de questions au début sur la particularité des syndicats mixtes fermés, mais je crois que vous avez évoqué ces cas particuliers par la suite, Simon. Donc, je ne vais pas reposer les questions. Je pense que les réponses ont été données. Par contre, je ne sais plus si vous avez évoqué le cas spécifique des CCAS par rapport aux différentes mesures que vous avez évoquées. De manière très rapidement sur la désignation des organismes extérieurs. Je n'ai pas évoqué les règles applicables. Là, on a des règles qui sont très particulières, hein, qui sont prévues par le Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la composition particulière du CCAS et ensuite les modalités de désignation, les règles de désignation du conseil municipal à ce titre-là. Je ne l'ai pas évoqué ici, par manque de temps, mais dans la formation, on l'évoquera de manière très précise sur les règles de désignation dans le CCAS. Par contre, je n'évoque pas les règles de la séance d'installation du CCAS suite à sa désignation. On n'évoque que la séance d'installation conseil municipal, conseil communautaire, comité syndical. On n'évoque pas la séance d'installation du CCAS, si c'est la question qui est posée. On évoque les modalités de désignation par le conseil municipal des représentants au sein du CCAS et pour la communauté de communes, les EPCI à fiscalité propre qui, au titre de leurs compétences action sociale d'intérêt communautaire, auraient mis en place un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale, de même les modalités de désignation de ces représentants dans ce cadre-là. Mais on n'évoque pas la séance d'installation, ce n'est pas l'objet, on n'est pas allé jusque-là. Dans cette séance, on ne l'évoquera pas. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Alors, on a eu des questions aussi quand vous parliez du versement des indemnités des cellules. Là, voilà, pareil, j'essaye de regrouper les choses. On nous demande si le versement des indemnités s'arrête pour les élus sortants au premier tour ou jusqu'à la date d'installation du SEM. Enfin, en gros, quand s'arrête pour les élus sortants et quand ça commence pour les nouveaux élus au niveau des indemnités. Plusieurs typologies de situations. On va faire plus simple. Généralement, pour rappel, hein, principalement, les indemnités sont liées à les délégations accordées. C'est-à-dire que pour bénéficier d'une indemnité de fonction, il faut bénéficier d'une délégation. Sauf cas particulier pour certaines communes et certaines intercommunalités où on peut instaurer une indemnité pour la fonction, une indemnité de fonction pour la fonction de conseiller municipal lambda, qui est limitée à 6% de l'indice indemnitaire brut de la fonction publique. Mais je mets ce cas de côté où on ne peut accorder une indemnité de fonction aux conseillers municipaux. Généralement, les indemnités de fonction sont accordées aux maires, adjoints, conseillers municipaux ou présidents, vice-présidents et membres du bureau qui bénéficient d'une délégation de fonction du président ou du maire. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une indemnité, il faut avoir une délégation. Ce que j'évoquais initialement, c'est que l'exécutif, les maires adjoints sont maintenus
jusqu'à l'installation de leur successeur. Donc, ils sont maintenus en fonction, les pouvoirs sont limités aux affaires courantes et urgentes, mais ils sont maintenus jusqu'à l'installation de leur successeur. Leurs délégations de fonction sont maintenues jusqu'à l'installation de leur successeur. Toutefois, leurs pouvoirs sont limités aux affaires courantes et urgentes. Donc, pour les maires et adjoints et les présidents et vice-présidents, leur indemnité de fonction peut perdurer jusqu'à l'installation de leur successeur. Donc, elle ne prend pas fin au 15 mars, elle peut perdurer jusqu'à l'installation de leur successeur. En revanche, pour les conseillers municipaux, comme je l'évoquais, la fin de leur mandat, et les conseillers communautaires, la fin de leur mandat prend fin le 15 mars. Ils ne sont pas maintenus jusqu'à l'installation de leur successeur. Donc, si le conseil municipal ou le conseil communautaire avait mis en place des indemnités pour leur qualité de conseiller municipal, c'est-à-dire 6% dans la limite de 6% de l'enveloppe de l'indice indemnitaire brut, c'est pour certaines collectivités, hein, ce n'est pas pour toutes, leurs indemnités pour ces élus-là prend fin au 15 mars prochain. Donc la situation, c'est un petit peu de la dentelle, mais il faut prendre au cas par cas, mais ça c'est un sujet qu'on évoque très précisément lorsqu'on parle des indemnités, l'instauration, mais aussi de la fin de celle-ci, dans quel cas cela intervient. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vais prendre un dernier sujet qui a suscité beaucoup de questions. C'est lorsque vous avez parlé de la charte de l'élu local. Et par rapport à cette charte, on nous a demandé à la fois qui devait donner lecture de cette charte, l'adoption de cette charte. Bon, la lecture, a priori, ne suffit pas. Est-ce que c'est le conseil municipal qui doit adopter la charte ? Et est-ce qu'elle fait l'objet d'une délibération à proprement parler du type prend acte de la lecture de la charte? Merci pour ces questions. La règle à prendre avec précaution, puisque le statut de l'élu, en l'état, la loi sur le statut de l'élu prévoit des évolutions et des modifications sur la charte de l'élu local. Donc, tout ce que je vais dire, ça va être sous réserve de ce qui sera prévu dans la loi qui risque d'intervenir avant mars 2026. Okay. En l'état du droit, la règle, c'est le maire ou le maire ou le président qui assure la lecture de la charte de l'élu local. Le texte nous impose simplement la lecture de la charte de l'élu local. Toutefois, à mon sens, une volonté de sécurité juridique maximale implique non seulement de joindre la charte de l'élu local lors de la convocation des différents élus pour la séance d'installation. Donc, il faudra joindre dans les documents qui sont joints à la convocation la charte de l'élu local pour que tous les conseillers en aient connaissance en amont. Lors de la séance, le maire assure la lecture de la charte, mais pour acter de la bonne lecture de cette charte, moi je trouve qu'il est toujours plus pertinent de prévoir une délibération qui prend acte, mais on est juste sur la prise d'acte, on n'est pas sur une délibération qui crée du droit, parce qu'on ne va pas adopter la charte, mais de prendre acte de la lecture, de la prise de connaissance de la charte de l'élu local. En droit pur strict, on pourrait se limiter à la lecture de la charte faite par le président et le constater dans le procès verbal. Après, en faire une délibération qui prend acte de, je trouve, vous ne prenez pas le risque de procéder de la sorte en la matière. En tout état de cause, si quelqu'un voulait contester l'adoption de cette délibération, je pense qu'on n'est pas sur un acte qui fait grief, donc on ne pourrait pas faire un recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération qui prend acte. On est sur un volet plus symbolique pour montrer solennellement qu'on a procédé à cette lecture de la charte et qu'on en a tous pris connaissance, notamment sur les différentes obligations à la charge des élus dans l'exercice de leur mandat. Mais attention, ces sujets-là vont faire sûrement l'objet d'évolution dans le cadre de la proposition de loi sur la charte de l'élu local. Dans la formation, ce qu'on a prévu pour l'instant, c'est de faire à chaque fois un focus sur, en l'état, de ce qui est prévu dans les différentes instances. J'imagine, à date, ça va être la position de l'Assemblée nationale, deuxième lecture, et puis ensuite, on verra la position de la commission mixte paritaire et j'espère plus rapidement possible une version définitive.
Voilà. Voilà. Et puis, allez, je prends une dernière petite question qu'on nous a posée plusieurs fois. On a parlé effectivement de la présidence du début de séance qui devait être assurée par le doyen d'âge. Et on nous demande si c'est le maire sortant qui est le doyen d'âge, est-ce que c'est effectivement lui qui peut assurer la présidence du début de séance, qu'il ait été réélu ou pas? Complètement, mais sous une autre casquette. Il a sa casquette de maire sortant pour faire la convocation. Par contre, il aura sa casquette de doyen d'âge pour procéder à cette élection. La difficulté qui peut être, c'est si celui-ci participe à l'élection pour être à nouveau désigné maire. Il faudra que ça soit au moment pour assurer la supervision du vote, potentiellement, prendre des précautions particulières pour ne pas faire en sorte que ce doyen d'âge-là particulier influence dans un sens ou dans un autre le sens du vote concerné. Attention, là je rappelle, j'ai évoqué rapidement, on est sur un contentieux électoral. L'élection du maire, du président, des adjoints, si on veut les contester, c'est dans le cadre d'un contentieux électoral, ce qui veut dire un délai très court. On est sur un délai qui est le vendredi qui suit la proclamation des résultats. Donc, on est sur un délai de 5 jours. Donc, on est sur vraiment très court pour procéder à la contestation. Après, si on n'a pas de contestation dans ce délai, il y a le préfet qui a un peu plus de temps, mais voilà, on est sur un délai très court là-dessus. Donc, attention. C'est pour ça qu'on le verra sur les opérations de vote, sur les décisions adoptées, sur la mise en place. Moi, je conseille toujours d'être le plus prudent possible pour éviter tout débat en cas de contentieux électoraux qui pourraient être engagés dans ce cas-là. Voilà. Bien sûr. Simon, je vous remercie encore infiniment et j'ai beaucoup de messages de ceux qui nous ont suivis ce matin qui vous remercient également pour la richesse, la précision de cette démonstration. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé quelles étaient les dates à venir de la formation que Simon anime à nos côtés. Je vous les ai communiquées. Il y en a une dizaine entre le 4 décembre et le 19 mars, donc positionnez-vous. Et puis, encore une fois, vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez lors de ces sessions. Mais merci, Simon, de nous avoir fait cette synthèse très, très enrichissante. Et ben, il me reste à vous souhaiter un très bon appétit. Nous retrouverons Simon, mais je vous donnerai aussi le lien qui va intervenir aux côtés des différents collaborateurs de son cabinet au mois de décembre pour nous faire un petit résumé de l'activité juridique et jurisprudentielle des collectivités sur le second semestre 2025. Donc, nous nous reverrons à ce moment-là avec grand plaisir, Maître Ray. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.